Donc, je vous propose d'aborder le sujet de l'équilibre du cavalier d'un point de vue biomécanique. Après une introduction, je décrirai dans un premier temps le centre de gravité, ce qui me conduira à définir l'équilibre d'un point de vue biomécanique et de décrire la situation particulière de l'équilibre du cavalier et par conséquent l'équilibre du couple. Et nous finirons par une petite diapositive, ce qu'il faut retenir. Alors pourquoi définir l'équilibre? L'équilibre est un des fondamentaux de l'équitation, au même titre que la rectitude, l'impulsion, etc. et il concerne toutes les disciplines. Et c'est essentiel pour progresser, pour être plus performant et surtout pour respecter son cheval, hein. On va voir en quoi. C'est aussi indispensable pour bien gérer les informations. Donc ça fait référence à la proprioception. Mais je n'aborderai pas ce point de vue et je vous renvoie à l'intervention d'Éric Favori, qui est médecin d'équipe de France, lors d'une journée sport à l'IFCE. Et vous trouverez à la fin de ce document le lien, hein, pour écouter sa présentation. Alors, pourquoi aborder l'équilibre d'un point de vue biomécanique? Eh bien, c'est la seule approche pour décrire objectivement le geste, l'œil étant limité de par ses imprécisions et surtout de par l'interprétation de ce que l'on voit. Donc l'approche biomécanique est la science du mouvement et ça fait référence aux lois de la mécanique. Cette analyse du geste, elle peut être réalisée selon deux approches, l'approche cinématique et l'approche dynamique. Pour l'approche cinématique, on mesure les déplacements en fonction du temps, sans se soucier des causes. La dynamique, donc c'est l'inverse, on mesure les forces, c'est l'étude des causes du mouvement et on ne se soucie pas des déplacements de chaque partie du corps. Et pour ces deux approches, il est indispensable de localiser le centre de gravité. Donc, il s'agit d'un point théorique. Pour un solide, il est défini comme le point par lequel on peut suspendre l'objet. On voit par exemple là l'exemple de la balle, le centre de gravité de la balle et le centre de la balle. Pour le marteau, on peut voir que le centre de gravité est décalé vers la partie la plus lourde, mais l'homme et le cheval ne sont pas des solides, mais plutôt des corps polyarticulés. Et pour ces corps polyarticulés, le centre de gravité est le point d'équilibre des masses corporelles. Alors chez l'homme, au repos, le centre de gravité est situé à peu près entre le nombril et la troisième lombaire. Chez le cheval, il est situé légèrement en arrière du passage de sangle, mais plus proche du sternum que du garrot. Alors je dis environ parce qu'il existe des variations individuelles. Imaginons par exemple un homme avec des masses musculaires très volumineuses en haut et des petites jambes. Donc là, le centre de gravité sera décalé vers le haut. C'est pareil pour le cheval, le centre de gravité peut être décalé vers l'arrière si l'avant-main est peu volumineuse et la croupe très développée, par exemple. Nous avons vu donc que le centre de gravité est un point théorique. Eh bien, il peut être à un moment donné situé à l'extérieur du corps, dans la mesure où il dépend de la répartition des masses corporelles, donc de la position de chaque partie du corps. Il peut, dans certains cas, être à un instant donné à l'extérieur du corps. Donc on a l'exemple là de gymnaste euh, avec le centre de gravité entre le nombril et la troisième lombaire lorsqu'il est debout, mais en position groupée et carpée, ce centre de gravité se trouve en avant et à l'extérieur du corps, et en pont, le centre de gravité est en arrière. On a l'exemple aussi du cycliste avec, à un moment donné, le centre de gravité qui peut se retrouver à l'extérieur de la cuisse, bon, toujours dans l'axe du pédalier. Et puis l'exemple là du plongeur qui, à un moment donné, ce centre de gravité se retrouve également à l'extérieur du corps. Donc on a bien compris, ce centre de gravité, en fait, ce n'est pas un point fixe. Il bouge à chaque instant. Il dépend à chaque instant de la position de chaque partie du corps.
Nous avons ici plusieurs exemples de trajectoires. Donc à gauche, les trajectoires du centre de gravité du cheval en rose avec la trajectoire du centre de gravité du cavalier en jaune lors d'une foulée de trot. Ces deux trajectoires sont parfaitement synchronisées. Nous allons y revenir plus loin dans la présentation. Nous avons l'exemple là d'un sauteur en hauteur avec la trajectoire du centre de gravité. Et là, on peut remarquer que le centre de gravité ne passe même pas la barre, hein, alors que le sauteur, lui, passe la barre. Et puis, nous avons la trajectoire du centre de gravité lors de la marche. Il s'agit d'une oscillation, hein, on voit bien les déplacements. Alors, lorsqu'on analyse le geste à partir de l'approche cinématique, on compose le corps en segments. Donc on a le segment tête, le segment tronc, le segment bras, le segment main, etc. Et nous disposons de tables qui permettent de décrire chacun de ces segments. Chez l'homme, par exemple, le tronc est un segment corporel majeur puisqu'on voit ici que le tronc représente à peu près en moyenne 47% du corps total. Donc on comprend bien que c'est essentiel, que le tronc joue un rôle majeur, qu'il est essentiel dans le positionnement du centre de gravité. Et donc nous allons voir aussi forcément qu'il joue un rôle essentiel dans la gestion de l'équilibre. Justement, pour parler d'équilibre, donc il faut avoir une approche dynamique et aborder la notion de force. Une force, c'est une action qui est susceptible de modifier le mouvement d'un corps, donc soit à partir de l'arrêt, soit pour modifier la vitesse et la direction. Et une force se définit par une quantité et une direction. Par exemple, là, on va dire les postérieurs exercent une force équivalente à 130% de son poids, par exemple. Alors, on a plus l'habitude de dire que les postérieurs exercent une poussée, que le cheval pousse. En fait, il s'agit d'une force. Et puis, on peut dire aussi que le cheval a exercé cette force, a poussé vers le haut et vers l'avant, par exemple, à 45 degrés par rapport au sol. Chaque action modifie les forces modifient le centre de gravité, ce qui modifie les forces, etc. Et nous retrouvons à chaque instant la force-poids, dont le point de départ et le centre de gravité est toujours orienté vers le bas, la force de réaction du sol, là qui est représentée en jaune, au niveau des sabots du cheval, et on a aussi toutes les forces au niveau des zones de contact, donc les forces au niveau des étriers, des jambes, les forces au niveau des mains, au niveau de l'assiette. Ces deux approches, cinématique et dynamique, nous conduisent à définir l'équilibre. L'équilibre, c'est l'état d'un corps en repos qui est soumis à des forces qui s'annulent. On voit sur cette image un cavalier debout qui fait qui est en équilibre. Faisons le bilan des forces. Donc, l'une des forces, la force bleue, qui est la force poids, part du centre de gravité et est orientée vers le bas. Et la force de réaction du sol, qui là est en vert, qui est parfaitement opposée à la force poids. On peut dire que le cavalier est en équilibre. La condition majeure, c'est que la projection verticale du centre de gravité passe par le polygone de sustentation. Qu'est-ce que le polygone de sustentation? Eh bien, c'est la surface qui relie l'ensemble des points d'appui. Rajoutons à cet homme un sac à dos. C'est comme si on lui rajoutait un segment finalement. Là, on peut voir que le fait de rajouter ce segment, enfin ce volume, cette masse, ce sac, eh bien, le centre de gravité est déplacé vers le haut et vers l'arrière. On voit bien là la projection du centre de gravité dans la surface d'appui. Le centre de gravité total, c'est-à-dire le sac plus le corps, est toujours à l'intérieur du polygone. Donc, l'homme est toujours en équilibre.
mais ce centre de gravité a été décalé vers l'arrière. Si le sac à dos était plus volumineux, l'homme devrait se pencher pour garder le centre de gravité dans la base de sustentation. Alors la qualité de l'équilibre dépend de cette surface de sustentation. Plus cette surface de sustentation est petite et plus l'instabilité est grande. Si par exemple vous gravissez une pente et si vous êtes en difficulté, vous vous mettez à quatre pattes, ça augmente la surface de sustentation. Et puis en plus, ça abaisse votre centre de gravité. Et plus le centre de gravité est bas et plus l'équilibre est stable. La qualité de l'équilibre dépend aussi du poids. Plus le poids est important et plus la stabilité est grande. C'est la raison pour laquelle il existe des catégories de poids dans certains sports de combat. Alors, qu'en est-il du cavalier à cheval? En haut à gauche, il s'agit d'une silhouette vue de dessus et les deux autres sont des profils, l'un en équilibre sur les étriers et l'autre assis dans sa selle. Dans les deux cas, on peut voir que la projection du centre de gravité est dans la base de sustentation qui est représentée en rose. Donc, ils sont en équilibre. Si la projection du centre de gravité est en arrière du polygone de sustentation, alors là, que fait le cavalier? Il se tient aux rênes. Et là, je vais citer une phrase d'un ancien écuyer, Lucers, qui s'adressait à ses élèves en déséquilibre en disant « Si je te coupe les rênes, tu descends par la croupe ». On comprend bien. En revanche, si la projection du centre de gravité est en avant du polygone de sustentation, alors là, le cavalier s'appuie sur l'encolure. La particularité de la situation du cavalier vient du fait que la surface d'appui bouge. En fait, c'est exactement la même chose dans les transports. Nous avons tous pris les transports en commun. Que faisons-nous, par exemple, dans un bus? Les accélérations sont assez faibles, nous avons quelques rotations de cheville, quelques rotations de hanches, tout va bien. Le bus accélère, freine, nous faisons un petit pas de rattrapage, ça augmente la surface de sustentation. Puis le bus accélère de nouveau et là, idéalement, nous baissons notre centre de gravité en faisant quelques mouvements de bras, mais un peu feignant et avec un gainage insuffisant. Que faisons-nous? On s'accroche. C'est ce qui est le plus simple. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, en équitation. Pour éviter la chute, le cavalier doit mettre en place donc une stratégie. Et là, on a vu dans l'exemple, dans un bus, par exemple, que le choix de la stratégie, elle dépend de la position initiale du sujet et de l'intensité des accélérations. C'est pareil en équitation. Par rapport à la position initiale du sujet, je vais citer William Fox-Pitt, qui, lors d'une journée d'intervention à Saumur, décrit l'équilibre du cavalier ainsi: imaginons que le cheval disparaisse, le cavalier se retrouve au sol et est toujours en équilibre. S'il tombe, c'est qu'il n'était pas en équilibre sur son cheval. Deuxième point important par rapport au choix de la stratégie, donc c'est par rapport à l'intensité des accélérations, c'est-à-dire les allures et la vitesse. Le passage de l'équilibre 2 points à l'équilibre 3 points permet d'augmenter la surface de sustentation et permet d'abaisser le centre de gravité. C'est plus facile de gérer son équilibre. Alors, comment mettre en place cette stratégie? Eh bien, en engageant ses muscles posturaux, c'est-à-dire nos muscles profonds du dos, du tronc, hein, ainsi que les muscles mobilisateurs du tronc, les muscles qui sont davantage superficiels, donc ces muscles qui nous servent à fléchir, faire flexion-extension du tronc, inclinaison droite-gauche et rotation.
Donc voilà les abdos et les muscles spinaux, tout en respectant les courbures naturelles du rachis pour éviter les forces délétères au niveau du rachis qui conduisent à des maux de dos. Donc nous avons décrit l'équilibre du cavalier. Qu'en est-il de l'équilibre du couple? Alors la présence du cavalier sur le cheval a pour effet de modifier la position du centre de gravité du couple. Et en plus, ça augmente les forces au sol des antérieurs, notamment dans la seconde moitié de la phase d'appui. C'est comme l'homme tout à l'heure, à qui on rajoute un sac à dos en fait. L'équilibre du couple est modifié. Donc le centre de gravité avec le cavalier est un petit peu plus haut et un petit peu plus en avant, et ça contribue à augmenter, on voit là la flèche en rouge, à augmenter la force de propulsion, enfin de traction des antérieurs. Ces chiffres sont en newton et vous pourrez retrouver ces valeurs dans la référence en bas de page. Alors, reprenons notre couple avec le bilan des forces qui sont mises en jeu à chaque instant. On a bien compris que tout déplacement est une succession de déséquilibres maîtrisés permettant d'éviter la chute. Ces déséquilibres sont la conséquence des forces qui agissent sur le cavalier, sur le cheval, sur le couple, etc. Et il est important de préciser de quel équilibre on parle, car il faut toujours faire référence au centre de gravité. Si on parle de l'équilibre du cavalier, là, on doit penser au centre de gravité du cavalier, pardon. Donc, ce sont les flèches représentées en rouge sur la photo. On a les forces du cavalier sur le cheval, les forces du cheval sur le cavalier. Par contre, si on parle de l'équilibre du couple, là, on regarde le centre de gravité du couple avec les forces qui sont représentées en jaune, la force poids, qui est toujours verticale et qui part du centre de gravité, et les forces de réaction du sol. Alors, pour comprendre, en partie bien sûr, ces forces qui sont mises en jeu, les forces du système cavalier-cheval, rappelons-nous ces moments de jeu. L'enfant est sur votre dos et a du mal à garder son équilibre. Vous compensez pour éviter la chute. Alors, c'est très très inconfortable. Vous vous y employez avec tous vos muscles. C'est fatigant. Et vous pouvez même finir au fond de votre canapé avec un mal au dos. Vous compensez les déséquilibres de l'enfant ou même de votre camarade qui est sur votre dos. Au pire, il vous a étranglé avant même d'avoir gagné la course. Donc là, bien évidemment, la comparaison est un peu grossière, mais on comprend bien que le cheval doit s'employer à compenser les déséquilibres du cavalier, voire même des asymétries, parce que personne n'est parfaitement symétrique. Ces asymétries peuvent être dues à une latéralité importante, à des préférences motrices ou même à des blessures ou à des douleurs, enfin aux antécédents médicaux. Et les conséquences d'une mauvaise gestion de l'équilibre, encore une fois, sont des fortes tensions des rênes et des compensations par le cheval, ce qui impacte la locomotion du cheval. Ça peut impacter la régularité, la symétrie, le rebond. Et puis on comprend bien aussi que ça peut impacter la santé du cheval à long terme. Voici un exemple. On voit ici les trajectoires des centres de gravité des deux cavaliers, de deux cavaliers experts, l'un valide à gauche et l'autre paraplégique à droite. La synchronisation des centres de gravité cavalier-cheval est parfaite dans les deux cas. Il y a un léger décalage pour le cavalier valide à gauche
ce décalage est très faible, hein, de l'ordre de la centième de seconde, donc ça s'apparente un petit peu à de la veille du cavalier sur son cheval. Par contre, pour la cavalière paraplégique, le décalage est plus important. Et là, on peut parler de retard, bien que les deux centres de gravité soient très bien synchronisés. Et l'étude a montré que forcément ça a impacté la locomotion et que là, le cheval avec la cavalière à droite a moins de rebond et moins de propulsion. Pour finir, rappelons que l'équilibre dépend de la position du centre de gravité et de la surface de contact ou surface de sustentation, que le centre de gravité est un point théorique, il peut même être situé à l'extérieur du corps et il bouge à chaque instant. Il s'agit de mettre en place une stratégie adaptée qui dépend de la position initiale et du type d'équilibre. Pourquoi? Pour être efficace, c'est-à-dire respecter l'intégrité physique du cheval et du cavalier, pour être plus performant, pour avoir l'indépendance des aides et respecter l'équilibre de son cheval. Je vous remercie de votre attention. Donc là, sur cette diapositive, vous pourrez trouver quelques liens bibliographiques. Et puis, vous pourrez trouver également les dates et les sujets des prochaines webconf. Et nous nous retrouvons tout de suite pour les questions.